bonsoir et bienvenue pour votre débat citoyen hebdomadaire surnois Disputandum consacré ce soir au tourisme. Le tourisme vert a-t-il vraiment la cote ? Le tourisme représente une part fondamentale de l'économie des territoires. Ce secteur doit aujourd'hui relever des défis extrêmement importants au niveau de l'environnement. Alors le tourisme vert se développe depuis des années. La Nouvelle-Aquitaine, évidemment, connaît le tourisme vert qui se développe, n'échappe pas à cette tendance. Alors le tourisme vert dans notre région, qui est aussi riche de très belles côtes, de très belles plages, est-ce un phénomène de mode ou alors une vague de fond ? On va en discuter ce soir avec mes 5 invités. Je suis ravie de vous recevoir tous les 5. Loïc Beurier, bonsoir. Vous êtes restaurateur, vous avez 2 restaurants, l'un au lac de Vassivière, à Beaumont-du-Lac plus précisément, et puis aussi un autre restaurant à Imoutier, pas très loin. Pierre Nicolai, bonsoir. Vous êtes responsable d'un camping à Nexon, donc en Haute-Vienne. Vous êtes aussi vice-président pour la Haute-Vienne de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air, les campings. Merci d'être parmi nous. Bernard Vauriac, bonsoir. Vous êtes président du PNR. Le PNR, c'est le Parc naturel régional Périgord-Limousin. Merci d'être là également. Sandrine Derville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, chargée du tourisme, et vous avez aussi une deuxième casquette. Vous êtes présidente du lac de Vassivière. Et Thierry Debourg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du MEDEF de la Haute-Vienne. Vous avez aussi une agence de voyage à Limoges depuis bien longtemps. Merci d'être avec nous. Alors vous pouvez regarder, vous qui êtes derrière vos écrans, sur les réseaux sociaux également. Vous pouvez commenter l'émission donc sur les pages Facebook de France 3 Aquitaine, France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin, n'hésitez pas. Je voudrais qu'on commence cette émission peut-être en définissant le tourisme vert. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion ? Bernard Vauriac. Mais d'abord, vous vous y mettez du paysage, du patrimoine, et puis vous n'oubliez pas quand même que c'est une activité aussi économique. Donc il faut concilier ce qui fait la richesse de nos territoires et le transformer en chiffre d'affaires pour les gens qui viennent et ceux qui ont investi. Et ceux qui en vivent. Ouais. Et ceux qui en vivent, voilà. Alors moi j'ai une définition, effectivement, en 92, c'est la Société internationale d'écotourisme qui avait défini l'écotourisme et tourisme vert comme une forme de voyage responsable dans des espaces naturels qui contribuent à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales. On peut trouver aussi différentes définitions. Le tourisme vert est lié finalement aux formes de tourisme pratiquées en milieu naturel. Les notions effectivement de préservation du milieu sont importantes et les notions aussi de bénéfices socio-économiques locaux sont également importants. Sandrine Derville, quelques exemples peut-être de tourisme vert qui marche bien dans la région Nouvelle-Aquitaine ? Alors, le premier exemple auquel je pense, et qui marche pour le coup sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'application TerraVentura, qui a été créée il y a quelques années en région Limousin par le CRT Limousin et qui aujourd'hui... Le CRT, c'est le Comité régional de tourisme. Le Comité régional du tourisme du Limousin, qui aujourd'hui existe partout en Nouvelle-Aquitaine. TerraVentura, c'est une application de géocaching, une chasse au trésor virtuelle, avec un téléphone portable ou une tablette. Et c'est vraiment en pleine expansion. On crée chaque année à peu près une centaine de parcours. Je crois qu'il y a 400 parcours aujourd'hui dans toute la Nouvelle-Aquitaine. On est à plus de 400 parcours et on a des demandes de parcours régulièrement. Donc aujourd'hui, TerraVentura est traduit en 5 langues et est vraiment en pleine expansion et est présent dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vraiment une façon particulièrement ludique de découvrir des territoires. Alors on a aussi des parcours TerraVentura sur des communes très touristiques, mais qui pour le coup montrent quelque chose de plutôt inconnu de la commune touristique. On n'est pas sur la plage, on va plutôt être sur un équipement patrimonial ou culturel de la commune. Donc on apprend des choses, c'est une façon intelligente de découvrir le patrimoine effectivement et le territoire. Alors avant de rentrer plus avant dans notre thématique de tourisme vert, je vous propose de regarder un reportage qui avait été réalisé par France 3 Aquitaine sur le bilan 2017-2018 du secteur touristique de notre grande région. Reportage donc diffusé en septembre dernier, réalisé par Marie-Pierre Dabrijon et Philippe Turpot. Destination, la Nouvelle-Aquitaine. En 2017, plus de 28 millions de vacanciers ont choisi notre région, principalement pour sa gastronomie, son littoral et sa nature. On s'aperçoit quand même que la Nouvelle-Aquitaine commence à devenir une destination. Il y a quelques années, on partait en Bretagne, on partait en Alsace, mais on n'allait pas en Aquitaine. Et là, maintenant, on s'aperçoit que 40% des touristes sont attirés par la Nouvelle-Aquitaine. Une région plébiscitée par la clientèle internationale, un peu moins par les Français. C'est l'une des grandes tendances qui se confirme en 2018.
57 000 visiteurs étrangers supplémentaires depuis le début de l'année, dans les campings, les hôtels et surtout les locations privées. Il y a une montée en gamme de la partie hôtelière qui permet de recevoir un nouveau type de clientèle. Et la clientèle étrangère est exigeante en termes de produits hôteliers. Elle souhaite des hôtels 4-5 étoiles ou des hôtels de charme, mais il privilégie aussi à un certain moment la location privée. Au total, plus de 1,5 million de touristes français et étrangers ont choisi les hébergements locatifs durant cet été. Et l'arrière-saison devrait tenir toutes ses promesses après les résultats décevants du printemps et du mois de juillet. Alors voilà les bilans des années 2017-2018. Sandrine Derville, est-ce que les tendances se confirment pour cette nouvelle saison ? Oui, alors il est un peu tôt pour voir une tendance sur la saison estivale, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et partout en Nouvelle-Aquitaine, le mois de mai a été un petit peu plus compliqué que celui de l'année dernière, mais il était particulièrement favorable en 2018 avec les ponts. En revanche, c'est le mois de juin qui s'annonce plutôt favorable. Et le début d'été part plutôt bien, d'après les retours que moi j'ai, mais là encore... c'est un peu tôt. Un peu tôt, parce que la vraie tendance qui se confirme par contre, c'est que les touristes réservent de plus en plus au dernier moment. Tout à fait, Ah oui. C'est exactement ça. Au niveau des campings, justement, du Limousin, comment s'en sortent les campings en Limousin, on est à l'intérieur des terres, on est loin de la côte, par rapport aux campings qui sont près de la mer, Pierre ? Je pense que maintenant, on a fait plus un atout qu'une concurrence. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que comme on est différent, on vend plus une différence, on vend le tourisme vert, on vend la proximité, on vend les terroirs, on vend les producteurs, on fait tout ce qui nous entoure. Et comme disait M. Voriac, c'est un peu le modèle économique qu'on fait quand on a installé un camping. On a la chance d'avoir dynamisé tous les artisans locaux. Mais est-ce que vous avez autant de monde que les campings de bord de mer, notamment en été ? Non, pas autant de monde, parce qu'en fait, on a plus sur les petites structures de 80 sans remplacement, ce qui fait qu'en fait, on fait plus du tourisme extensif que du tourisme de masse. Ce qui fait que ça se répartit et on ne voit pas... Donc oui, les gens viennent, on remplit, mais ce n'est pas les mêmes proportions, ce n'est pas les mêmes modèles en termes de économiques. taux de remplissage, vous faites... le taux de remplissage, c'est souvent... Non, le taux de remplissage, c'est souvent entre le 15 juillet et le 15 août, où on arrive à 80-90% de... Alors du coup, c'est vrai que les charges finalement pour un camping en bord de mer ou un camping à l'intérieur des terres sont les mêmes. Et en revanche, voilà, ça coûte un peu plus cher. Il y a plus de revenus, de bénéfices pour les campings de bord de mer. Mais il n'empêche que justement, grâce aux hébergements insolites, grâce à ce qui se fait, on peut arriver à trouver un modèle économique entre guillemets qui soit à l'équilibre et qui puisse profiter. Pour l'instant, le Limousin n'attire pas suffisamment de gens contrairement à d'autres régions touristiques. Ce qui fait qu'il y a souvent besoin d'avoir un travail en supplément pour leur saison, qui fait que justement, ce n'est pas encore à l'équilibre. Mais on y arrive au fur et à mesure. Alors, certes, les territoires préservés attirent quand même, a priori, de plus en plus, mais on ne peut quand même pas dire, Sandrine Derville, aujourd'hui, que la Creuse est aussi attractive que, je ne sais pas moi, Biarritz ou le bassin d'Arcachon, le Cap Ferret. Peut-être qu'on le dira un jour, mais et encore, vous pensez ? En nombre de touristes, je ne suis même pas certaine que ce soit souhaitable et que les habitants de la Creuse le souhaitent, mais il faut comparer ce qui est comparable. Moi, je pense que les gens ne cherchent pas la même chose dans des destinations rurales et dans les destinations tête d'affiche que vous avez citées, Biarritz, Arcachon, La Rochelle. Mais c'est vrai, y compris en ex-Aquitaine, par exemple, on ne recherche absolument pas le même type de tourisme en Lot-et-Garonne qu'à Bordeaux, même si, vu de l'ex-Limousin, ça peut sembler être la même région. Donc, on est vraiment sur des destinations qui doivent être complémentaires et trouver chacune leur place, chacune vendre leurs produits, leur typicité et surtout pas chercher à concurrencer Arcachon, Biarritz ou La Rochelle. C'est pas du tout la question. On n'y arrivera jamais. Voilà, c'est absolument pas l'enjeu. Mais est-ce que du coup, il y a un soutien, peut-être, je sais pas moi, de la région par rapport aux campings qui sont effectivement un peu moins complets que les campings de bord de mer là, quand on est en Limousin ? Vu la nouveauté de la région, on va être en discussion plus ou moins à long terme pour arriver justement à voir comment on peut arriver à faire dissocier les gros campings et faire en sorte que ce soit un modèle économique sur nos régions et faire voilà. Ah non, juste pour info, il y a déjà des aides de la région sur les campings. Alors pas en termes de compensation, de perte de chiffre d'affaires que vous pouviez évoquer, mais la région accompagne la modernisation des établissements et des campings, donc des campings indépendants. Donc en ça, on répond en partie, je pense, à la préoccupation, puisque la plupart des gros campings sont quand même
des campings de chaîne. Donc les campings de l'intérieur des terres sont en général plus petits et indépendants. En général, sont beaucoup plus indépendants. Donc la région accompagne toute la modernisation des campings, des espaces communs sur les campings. Et d'ailleurs, l'ex-Limousin en a bénéficié. On a accompagné un certain nombre d'établissements. Donc on est plus sur l'accompagnement à la montée en gamme ou à la diversification d'activités. Loïc Beurier, vous êtes aussi acteur du tourisme. Vous avez donc 2 restaurants, l'un pendant l'été ouvert au lac de Vassivière, à Beaumont-du-Lac, un autre à Émoutier. Pourquoi vous avez décidé d'ailleurs d'installer votre activité sur ce territoire de Vassivière ? Parce que j'y ai toujours vécu, que je m'y suis toujours senti bien. J'ai grandi dans un petit village au bord du lac. Ça m'a permis de faire un grand nombre de rencontres. Et du coup, c'est vrai que je n'ai jamais eu besoin d'aller ailleurs en vacances. J'étais en vacances chez moi. C'était Donc ça veut dire que vous croyez au potentiel touristique de votre territoire. C'est indéniable. Il y a un potentiel qui est énorme. Après, on en parlait tout à l'heure, on ne veut pas faire de Vassivière un Biarritz ou un Lacanau. Ça doit rester insolite. Voilà, c'est le mot qui revient souvent avec Vassivière. C'est insolite. Et à partir du moment où les gens vont se marcher dessus à Vassivière, ça ne sera plus Vassivière. Et c'est l'enjeu, effectivement. On en reparlera, de trouver un équilibre en termes de fréquentation touristique. Comment s'annonce la saison pour vous ? Elle s'annonce un petit peu compliquée pour le moment. On a quelques difficultés. Quelques difficultés de dialogue actuellement avec les instances à Vassivière. En termes de tourisme, le temps pour le moment n'est pas là. Alors j'espère que on prend tout le mauvais temps maintenant pour avoir tout le beau au mois de juillet et août. Dès que le soleil est là, on voit les gens sortir. Ici on a besoin du soleil. Quand le soleil n'est pas là, c'est catastrophique. Et pour le moment, c'est pas catastrophique, mais ça commence très difficilement. On a eu de la chance d'avoir un très beau week-end de l'Ascension. Mais on attend le soleil pour démarrer les hostilités. Alors, on reviendra sur la problématique un peu particulière aussi de ce territoire, qui est particulier effectivement de Vassivière. Sandrine Derville, quelles sont les motivations pour les gens qui font de l'écotourisme ou tourisme vert ? Quel est le profil des gens qui font ce type de tourisme ? Alors, il y a vraiment différents profils. Ça peut être une famille qui veut s'éloigner des endroits surfréquentés. Ça peut être des personnes en itinérance, parce que ce qui attire aussi, ce qui marche particulièrement bien sûr, dans les destinations rurales ou en tourisme vert ou écotourisme, c'est tout ce qui est itinérance fluviale, itinérance cyclable. Mais ça peut aussi être des jeunes qui veulent faire un tourisme un peu plus sportif. Et on en retrouve ça notamment pas mal à Vassivière. C'est en tout cas un des principaux attraits de Vassivière. Donc il y a vraiment différents profils. Ce que les gens cherchent, c'est vraiment le changement, la déconnexion, le contact avec la nature, avec les paysages, comme le disait Bernard en introduction. C'est de découvrir peut-être le patrimoine, c'est de compléter, d'avoir une journée nature, une journée plus découverte culturelle. C'est aussi ça, une vraie tendance chez les touristes. Qui se dégage. Thierry Debourg, vous en tant que spécialiste du tourisme, et depuis quelques années maintenant, est-ce que vous avez vu cette évolution ? Oui, alors si vous voulez, je vais revenir à notre ex-région Limousin. Je vais être très franc, je crois que, et je suis né à Limoges, donc je le dis tout de suite, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même également. Nous avons eu un déficit au niveau du tourisme. Pourquoi ? Parce que j'estime que nous n'avons pas été de bons ambassadeurs. Alors quand je dis de bons ambassadeurs, ce sont les anciens, entre guillemets, et j'en fais partie. Nous n'avons jamais donné une image extrêmement positive de notre ex-région Limousin. D'autre part, nous avions une image qui était plutôt du tourisme, excusez-moi le terme, mais un peu bas de gamme. Je crois que maintenant, et comme dans le reportage que vous avez passé, on l'a vu, un restaurateur et un hôtelier disaient « Nous avons maintenant des hôtels 4 et 5 étoiles. » Ce qui est important pour faire venir des touristes, c'est qu'il y ait un panel extrêmement large au niveau, que ça soit hôtel, que ça soit restaurant, que ça soit camping. Il faut pouvoir
donner aux touristes toutes les gammes possibles. Et puis moi, ce que je crois dans notre ex-région Limousin, on n'est pas forcé de ne penser qu'au Limousin. Je ne sais pas ce qu'en pensera Madame Derville, mais... Alors, là, vous allez juste un tout petit peu trop vite en besogne, Thierry Debourg. Là, je voulais vraiment parler du développement du tourisme vert. On reviendra peut-être sur les atouts et les défauts aussi de notre Limousin, parce qu'autour de cette table, je crois qu'on est plutôt Limousin, mais sur vraiment l'évolution de l'écotourisme. Vous, en tant que professionnel du tourisme, est-ce que vous avez vu cette tendance qui a émergé ? Oui, c'est très clair. De plus en plus, nous avons des demandes. Avant, nous n'avions aucune demande en agence pour venir dans notre région. Il faut être clair, une agence de voyage, on faisait partir, nous, les gens. Au contraire, on les faisait quitter notre région, on les faisait quitter même l'Hexagone. Or, maintenant, de plus en plus, nous avons des appels de personnes extérieures qui nous disent « Est-ce que vous avez du réceptif dans votre région ?» Du réceptif. Ça, c'est important, le réceptif. C'est les hébergements, finalement. Ce sont les hébergements, effectivement. Vous savez, un touriste, maintenant, il faut l'occuper. Quand il vient dans la région, si vous lui donnez uniquement une chambre d'hôtel et vous lui dites « débrouillez-vous », il ne reviendra pas. Il faut pouvoir occuper un touriste du matin au soir, et quel que soit son âge. Alors, on a une autre problématique, Sandrine Derville, je me retourne vers vous. Il y a l'érosion des côtes qui peut peut-être servir au tourisme vert. Quand on dit tourisme vert, finalement, on pense plutôt au tourisme rural, de l'intérieur des terres en tout cas. On voit donc l'érosion des côtes, la ligne de mer a avancé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut éloigner les touristes des côtes, il faut mieux les répartir. C'est aussi ça, le rôle des collectivités territoriales qui s'emparent de cet enjeu-là ? Oui, alors ça fait des années que les collectivités territoriales travaillent effectivement sur ce phénomène d'érosion ou de submersion, puisque le risque n'est pas le même en fonction d'où on se situe sur la côte de Nouvelle-Aquitaine. Mais en fait, c'est lié, ça rejoint ce que vous décriviez. Je crois quand vous définissiez le tourisme vert, vous parliez de concilier activité touristique et fréquentation de sites naturels. La côte aquitaine, les côtes en général, c'est un site naturel, fragile, comme peut l'être la dune du Pilat, par exemple, lieu emblématique de la côte aquitaine. Donc l'enjeu, c'est celui-là, c'est concilier activité économique et humaine, et le tourisme en est une, et ce changement climatique, ce phénomène d'érosion. Donc effectivement, on travaille avec l'ensemble des collectivités, qu'il s'agisse des départements ou des communautés de communes, au niveau de la côte, pour anticiper ce phénomène, réfléchir à la gestion des flux, donc également à la question des déplacements, envisager et d'ores et déjà aménager le littoral pour qu'il y ait moins de voitures sur le littoral, mais plus de déplacements doux, désaturer, gérer les fréquentations, également informer le public quand on est sur la dune, informer les gens de ce qu'il ne faut pas faire, gérer les flux, empêcher les gens de se déplacer de façon anarchique sur les dunes, mais plutôt de faire du toboggan sur les dunes. Voilà, alors c'est Michel Durieux qui est le directeur général du comité régional de tourisme Nouvelle-Aquitaine qui disait que l'évolution climatique a un impact sur le tourisme et inversement, quelle que soit la destination d'ailleurs, bord de mer ou intérieur des terres ou à la montagne. Il faut créer une offre différente, repenser le tourisme. Bernard Vauriac, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes évidemment d'accord ? Oui, et je pense que par rapport à ce que nous venons de dire tous, là, il y a eu une avancée en professionnalisation de l'ensemble des acteurs, et il y a un besoin aussi de qualité. C'est-à-dire que lorsque vous vous adressez à des gens qui vont plutôt dans le tourisme d'intérieur, c'est plutôt du tourisme familial, qui recherchent, alors bien sûr des occupations pour les enfants, mais des occupations sur des thèmes qui sont des thèmes d'aujourd'hui. On parle un peu développement durable, mais on le fait également. Les hébergeurs, surtout ceux qui sont tournés, alors je parlais de professionnalisation, mais on peut parler aussi de charte européenne de tourisme durable, et c'est un engagement, et on le passe, on fait des transferts, c'est-à-dire qu'on reçoit des familles, on leur donne des informations. Là, dans les parcs, on a développé, notamment dans le Périgord Limousin, un petit fascicule qui est destiné aux enfants, mais pas seulement, et qui montre les variations du paysage au niveau des saisons, avec la faune, avec la flore, et sur des thèmes qui peuvent être la pêche, la découverte de la pêche, la découverte de ce qui se fait dans les fermes.
Vous étiez d'ailleurs un peu précurseur dans les PNR, dans les parcs naturels régionaux, en termes de tourisme vert, d'écotourisme, de tourisme responsable, on pourrait parler de ça aussi. On va revenir sur ce que vous faites dans les parcs. Je voudrais qu'on regarde un autre reportage maintenant. France 3 Nouvelle-Aquitaine va consacrer une enquête de région au tourisme en Limousin. En avant-première, voici un extrait du reportage qui sera diffusé en intégralité en septembre prochain. Un reportage de Philippe Mallet et Margot Blanc-L'Oeil. Bonjour monsieur, je vais à Collonges-la-Rouge. Merci. Bon. Bonjour. Allez. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous connaissez Collonges-la-Rouge? Non. C'est qui C'est quoi? Collonges-la-Rouge, non, je ne connais pas. Je y allais 2 fois à Collonges. Oui. Alors moi, quand j'y suis allé, il y avait en fait peu de monde. C'était assez désert. Et apparemment, ça a changé depuis. Et il faut s'imaginer les gens qui habitent vraiment dans le bourg, parce que le tourisme a des bons côtés, mais si vous ne fermez pas votre porte à clé, les gens rentrent. Si vous laissez vos fenêtres ouvertes, maintenant avec les smartphones, tout le monde fait une photo de l'intérieur. Voilà. Bon. Il y a les bons et les mauvais côtés. Et il y a combien de touristes à peu près par an? 600 000. 600 000. Vous n'êtes pas un peu victime de votre succès avec 600 000 personnes? Non. Non. Oh, c'est tolérable, c'est acceptable encore. Non, on ne s'ennuie pas. C'est pas surchargé à ce point. Hein. Non, il faut pas exagérer. Regardez comme c'est calme ce matin. Ah oui. Et votre réputation, elle est internationale, quoi. On voit les gens qui remontent du sud maintenant, de l'Espagne, beaucoup, ce qu'on ne voyait pas. Je pense que c'est le carrefour autoroutier aussi. On est bien placé ici. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'on a autant de monde, si vous voulez. On a beaucoup de Chinois qui arrivent maintenant. Beaucoup de Chinois aussi. Et qui arrivent maintenant. Et Christian, venez donc. Il y a sur Collonges, je dirais que tout fonctionne au niveau commerce, même s'il reste beaucoup de commerces qui font des choses, des choses vraies, qui vendent des produits du terroir, qui font de l'artisanat. Il y a quand même de plus en plus de revendeurs de trucs qui pourraient très bien être ailleurs et qui profitent uniquement du flux touristique sans apporter autre chose. Collonges-la-Rouge, enfin moi tout petit, on allait à Collonges, quoi. Voilà, donc il y a une tradition de l'après-guerre qui fait que le tourisme dans toute cette région de la Corrèze, Collonges, Turenne, et en poussant même sur le Lot jusqu'à Rocamadour, c'est un tourisme différent qui a été structuré il y a déjà fort longtemps. Souvent, on entend dire les gens, mais il y a trop de monde à Collonges. Je leur dis oui, mais vous faites partie du trop de monde. Celui qui est derrière vous trouve que vous faites partie du trop de monde. Ben voilà, c'est la rançon de la gloire, mais Collonges, il y a du monde tout le temps. Qui c'est qui a une grande pompe? Alors, vous êtes du coin? Non. Vous êtes d'où? Normandie. Ah, la Normandie. Vous découvrez le coin, alors? Oui, absolument. On est un petit club à côté de Rouen et on vient faire un stage à Souillac et on se balade dans la région. Et Collonges, alors? Très beau, Collonges. De toute façon, la région est belle. Hein. On a fait Sarlat, on a fait Rocamadour. Une très belle région. Alors, je vous engage vraiment à regarder dans l'intégralité ce reportage qui sera diffusé dans Enquête de région sur France 3, courant septembre prochain. Alors, un reportage qui soulève quelques paradoxes. Sandrine Derville, est-ce qu'on est là encore dans du tourisme vert à Collonges-la-Rouge, qui draine, on l'a vu, beaucoup de touristes, beaucoup de cars aussi? C'est du tourisme vert ou pas? C'est du tourisme patrimonial. Je pense que c'est effectivement du tourisme vert dans le sens où on est sur la découverte d'une destination rurale qui arrive à justement concilier, et c'est la preuve que le tourisme vert, c'est pas forcément incompatible avec la fréquentation touristique. Il y a du monde à Collonges-la-Rouge, ils le disent d'ailleurs dans le reportage, il y a du monde
toute l'année et il y a une gestion des flux qui se fait, je pense, de façon raisonnable. Alors c'est vrai qu'en pleine saison, il y a du monde à Collonges. Il y a beaucoup de cars, il y a de la pollution. Oui. Est-ce que ça génère aussi des risques peut-être pour le site en lui-même quand il y a trop de monde? Ça pose toute la question de l'équilibre effectivement de la fréquentation. Les risques effectivement, mais je pense que la commune légère, Collonges n'est pas accessible en véhicule l'été ou en période de fréquentation touristique. Effectivement, pour préserver ce patrimoine qui est magnifique et qui est vraiment exceptionnel, il faut gérer ces flux, anticiper, avoir des parkings à l'extérieur de l'hypercentre et des lieux touristiques. Les bus que vous évoquiez, effectivement, il faut les empêcher de rentrer, bien évidemment, dans le village. Mais c'est tout l'enjeu de l'ensemble des plus beaux villages de France et de l'ensemble des sites patrimoniaux ou naturels. L'enjeu, cette question se pose pour tous les plus beaux villages de France, labellisés comme tels, mais aussi dans des lieux comme il y a le château de Bénac en Dordogne, sur votre territoire, Bernard, comme les grottes de Lascaux aussi, qui sont des locomotives touristiques, certes, mais qui engrangent beaucoup, et peut-être trop de touristes. Trop, non. 500 000 touristes à Lascaux à l'année, ça signifie qu'il faut aussi que nous, les responsables, on essaie de les répartir. Et on y parvient parce que l'intérêt, ce n'est pas une visite d'une demi-journée, c'est qu'il reste sur le territoire, parce que le territoire, il a d'autres atouts qu'uniquement Lascaux, bien que ce soit très important au niveau pédagogique et surtout pour les enfants. Mais derrière, vous avez un territoire qui vit aussi de cela. Si vous avez une présence pendant une semaine, c'est pas une présence d'une demi-journée. Et là, on a regardé l'année dernière, la dépense moyenne d'un touriste, c'est de 50 à 90 euros par jour. Donc nous avons intérêt à capitaliser, pas très éloigné du site qui est emblématique, mais il faut monter des destinations qui permettent de récupérer et de garder au maximum ces gens-là. Répartir, y compris peut-être, comme on l'entendait tout à l'heure, des gens qui viennent de l'extérieur, de très loin. Tout à fait. Parce que s'ils ne font que passer 2 jours ici, ils n'auront pas obligatoirement une très bonne impression de notre région qui est très riche. Et nous, on peut leur faire partager cela. Alors, les gens qui viennent de très loin, ou même des Français qui viennent d'autres régions, qui viennent en avion, on les incite beaucoup à venir en avion. Nous, en Limousin, on fait pas mal de promotions dans les aéroports, dans les avions. Est-ce que c'est écotourisme compatible ? Mais ça peut l'être si on les fait, si on arrive à... Alors, on ne va pas rentrer dans le débat CO2, mais si peut-être qu'ils participent plus qu'aujourd'hui à la pollution par le CO2, on peut comprendre que... Mais on va y arriver. Et ça permettra à la fois de responsabiliser ceux-ci, qui sont un petit peu irresponsabilisés, parce que le low cost au niveau du trafic international, ça abonde, et il faut qu'on arrive à faire en sorte aussi de s'y retrouver, qu'il n'y ait pas trop de pollution, mais on arrive à les... Aujourd'hui, quand je parlais de développement durable, aujourd'hui on gère très bien les déchets partout, y compris dans les sites touristiques. Et on fait en sorte qu'une affluence permanente ou moins permanente, elle soit bien gérée. On a beaucoup de déplacements. Alors on voyait dans votre reportage des déplacements à pied, mais on a du VTT, on a du vélo. Alors en même temps, quand on est au fin fond même de la Haute-Vienne, quand les campeurs qui viennent camper chez vous, Pierre, ils ont besoin de leur voiture s'ils veulent un minimum découvrir le territoire. Ça aussi, c'est pas forcément écotourisme compatible. Pas nécessairement, par rapport à ce qui se passe un peu au niveau mondial, on sent très bien qu'il y a aussi un retour au train. Moi, j'ai des gens qui viennent régulièrement en train. Ils viennent en train jusqu'à votre camping. Alors, je ne sais pas comment ils font. Jusqu'à Nexon. Oui, à la gare à Nexon. Ah oui, il y a une gare à Nexon. Il y a un TER à Nexon. Ils prennent un vélo après, ou une trottinette. Non, après, on va les chercher ou ainsi de suite. Donc, c'est vrai que par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, on voit très bien qu'il y a un retour. Il y a un dénigrement des circuits en vol court. Et les gens préfèrent de plus en plus, quand on va en Norvège, comment ça se passe, il est clair que les gens laissent tomber l'avion et préfèrent prendre les trains pour aller sur des déplacements pas trop longs. Donc c'est clair que nous, on va voir cette arrivée non négligeable. Et je vous dis, au moins 1 ou 2 fois par an, j'ai des gens qui viennent en train et que je vais chercher à la gare pour aller les accompagner jusqu'au... Donc ça, c'est une tendance qui se développe aussi. Une autre tendance, mais là qui dure depuis quelque temps, les hébergements insolites qui ne sont plus si insolites que ça, les cabanes perchées, et j'en passe, les yourtes, les roulottes. Ça, c'est aussi un élément important pour le tourisme vert, Sandrine Derville. Oui, en tout cas, c'est un élément qui est de plus en plus recherché
à la fois par les touristes, mais aussi par les hébergeurs. On voit des hébergeurs traditionnels, des chaînes type VVF Village, par exemple, ou des campings qui développent ce type d'offres, qui se diversifient, alors que voilà, VVF, on connaissait le VVF traditionnel ou le village vacances traditionnel. Aujourd'hui, ils innovent et ils investissent dans ce type d'hébergement parce que ça répond à une demande des touristes. Alors en même temps, c'est vrai que parfois, alors il y a des super cabanes mais même presque très luxueuses avec des spas, etc. Bon là, c'est pareil. En termes d'énergie, est-ce qu'on est écotourisme quand on est dans une cabane de luxe avec un spa? Pas toujours. On en sort un petit peu, on est d'accord. On peut s'en éloigner. Mais c'est une niche de clientèle aussi. C'est pas aussi l'ensemble de notre clientèle qui nous fréquente. Alors on voit quand même que les contraintes touristiques et les contraintes vraiment de développement durable parfois sont peut-être en contradiction un petit peu. Comment, dans le PNR Périgord-Limousin, vous intégrez les valeurs que vous portez, les valeurs environnementales, avec tous les acteurs du tourisme? Vous avez créé une marque, je crois. Alors, on a une marque parc qui est... il y a 54 parcs au niveau national, 13% du territoire et sous emblème parc. Donc, on a une force qui nous permet de discuter avec l'ensemble des professionnels et on peut les amener vers une marque qui corresponde à des valeurs développement durable. Alors, je parlais des déchets, mais ce n'est pas le plus important. Développement durable, c'est aussi les initiés, s'ils ne le sont pas, à la faune, à la flore qui les entoure. Alors c'est préconisé par la Charte européenne de tourisme durable, mais nos hébergeurs, ils ont souvent des lunettes. Ils ont souvent des petits bouquins qu'on leur fournit pour... Alors, en revanche, je crois qu'il y a quand même quelques grincements dedans, et notamment par rapport aux éoliennes. Vous défendez, vous, effectivement, la création de parcs éoliens avec la région, etc. Les hébergeurs touristiques, eux, ne veulent pas voir d'éoliennes parce que ce serait pas très bon pour le tourisme. Et ils veulent quand même être avec la marque Valeur Parc. Donc là, il y a une contradiction. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, c'est pas une contradiction. Si vous voulez aller dans le mix énergétique, parce qu'on doit y aller, ou alors il faut nous expliquer comment on va faire pour faire en sorte que les centrales de Civaux, celles de Blaye et puis toutes les autres en France, on les fasse tourner, y compris durant l'été. Et puis il va falloir nous expliquer comment on fait pour, si on a tous des voitures électriques, comment on fait pour les compenser. Parce qu'à aujourd'hui, il faut que nous mobilisions, il faut d'abord que nous essayions de moins consommer. Alors, dans le parc, on fait ce qu'on appelle le RICE. Mais qu'est-ce que vous dites aux hébergeurs qui ne veulent pas voir attendez, je vais vous le dire. Mais on fait tout un tas de choses qu'il faut aussi prendre en compte. Ensuite, les hébergeurs, ils ne sont pas les seuls sur le parc. Ils sont importants, certes. On parle du tourisme, c'est vrai, mais ils ne sont pas les seuls à faire du tourisme. Et ils ne sont pas les seuls. On a aussi des gens qui nous disent « mais on va visiter des installations d'éoliennes pour voir un peu comment ça fonctionne ». Et les éoliennes, c'est que... un des 4 aspects des énergies renouvelables. Vous avez aussi le photovoltaïque, avec lequel on a les mêmes réactions, c'est-à-dire qu'on le veut bien, mais pas à côté de chez nous. L'énergie hydraulique, je crois qu'on a fait le tour. Peut-être qu'il y a quelques petites chutes à récupérer, mais on ne doublera pas. Les méthaniseurs, il y en a beaucoup plus. Alors, on parlait d'aller voir à l'extérieur. Vous allez en Allemagne. La plupart des installations agricoles, des exploitations, sont équipées de méthaniseurs. Ben nous, on n'en est pas encore là. Mais ça va progresser. Alors les éoliennes, il faut aussi qu'on prenne en compte que ça fait partie... Quand on vient dans un parc, comme quand on vient en Dordogne ou en Limousin, on a l'impression, parce qu'on y vient, d'avoir acheté une carte postale. Mais la carte postale, le paysage, il évolue au fil du temps. Nous, s'il n'y avait pas eu, à un moment donné, sur l'ensemble du Périgord-Limousin, des gens qui ont construit des châteaux, on ne les aurait pas aujourd'hui. Alors on a bien compris en tout cas qu'on peut même faire des éoliennes, effectivement, un attrait touristique. Je voudrais qu'on regarde maintenant ce nouveau reportage. Pierre, Nicolas, ça va vous intéresser. On va découvrir cette initiative donc, de la Fédération de l'hôtellerie de plein air de la Haute-Vienne en faveur du développement durable. Le 16 juillet dernier, il y a eu une convention de signer avec la Ligue de protection des oiseaux, en plus d'une charte prévoyant 0 pesticides, une meilleure gestion des déchets ainsi que des refuges pour les oiseaux. Reportage de Nassuf Djelani et Lucie Martin. Ce geste-là, Pierre Nicolas, il effectue tous les jours. Le compostage doit devenir une habitude dans les campings du Limousin. C'est ce que croit ce professionnel qui cherche à convaincre ses collègues. Chaque fois qu'une personne met du frais dans le composteur, il faut que par-dessus on mette la matière sèche pour faire en sorte qu'il y ait un mélange de frais et de sec et que l'activité des vers et ainsi de suite puisse
mélanger tout ça et le transformer après en matière organique neutre. Ici, rien ne se crée, tout se transforme. L'une des recettes d'un camping bien tenu, au grand bonheur des vacanciers. Catherine et Patrice viennent à Nexon depuis 10 ans et ils en sont ravis. Dans une société où tout va très vite, ici, les choses ont gardé une certaine douceur, une certaine stabilité. Et c'est rassurant, c'est réconfortant. À quelques kilomètres de là, au pied des monts d'Ambazac, une lande de bruyère côtoie les campeurs, car ici, on veut laisser une plus grande place à la nature. Ça permet notamment à des insectes de pouvoir repeupler, si vous voulez, nos espaces naturels. Ça permet par exemple aux oiseaux de nicher également dans toutes ces herbes ou dans ces bruyères. Donc oui, la nature reprend sa place tout simplement. Et pour les plantes invasives, Warner mélange de l'eau, du vinaigre blanc et du sel, et le tour est joué. En procédant de la sorte, on voit de nombreux insectes revenir. Ça peut être des morosphinx, on voit beaucoup de lézards revenir, des papillons également. Donc on voit déjà en 6 ans que ça paye et ça porte en fait. Tout ça, c'est des petites actions pour lesquelles nous on milite et qui ne sont pas forcément évidentes et pas forcément faites, même si on est au pays de l'arbre et de l'eau. Au pays de l'arbre et de l'eau, les campings s'engagent à utiliser 0 pesticides, à installer des refuges pour les oiseaux et à mieux recycler les déchets, car le tourisme vert est leur meilleur atout. Alors Pierre Nicolai, est-ce que les autres campings du département ou même de la région ont adhéré à ce pacte développement durable ? Tout à fait. Combien ? Là, si vous voulez, au niveau du département, là, on est au moins à 5. En Haute-Vienne, oui. En Haute-Vienne. Et après, je veux dire, c'est naturellement, les gens le font sans nécessairement le revendiquer. Donc, ce qui fait que c'est devenu carrément une méthode de travail, un automatisme, qui fait que par rapport à la clientèle, surtout par rapport à la clientèle quand ils viennent chez nous, ils ont déjà des notions environnementales assez fortes. Donc, tout ce qui est tri des déchets, ils sont même étonnés des fois qu'on ne trie pas assez par rapport à ce qu'ils font chez eux. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est naturel dans tous ces professionnels qui s'installent chez nous. Ils ont une volonté de développer un tourisme vert et environnemental. Alors 5 campings, c'est pas non plus non, 5 énorme. campings, c'est sûr. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, il n'y a pas encore la notion de tous être fédérés. Mais il y a aussi des gens qui le font sans être adhérents. Il y en a beaucoup qui jouent pas le jeu quand même encore. Je ne sais pas. Je ne crois pas parce que disons que c'est la clientèle qui nous pousse à aller dans ce sens-là. Donc, ce qui fait que non seulement ça fait faire des économies de produits, donc ce qui fait que aussi laisser pousser une plante un peu plus d'espace vert, c'est aussi une volonté. Je veux dire, on ne tond pas un champ complet, on peut tondre juste faire un chemin dans une prairie. C'est aussi agréable de se balader dedans que de tondre à 0. Et je vais citer juste le directeur d'Agir pour un tourisme durable, Julien Buot, qui disait « Nous ne sommes pas des philanthropes, il faut être pragmatique, le tourisme durable, c'est bon pour le business ». C'est ça aussi. Oui. Il y a de ça. Il y a de ça, mais c'est pas du business. Je crois qu'on est, comme on le disait, les gens, on accueille les gens différemment. On n'est pas là pour le business. On est là aussi, comme on le disait, on se pour des valeurs. Voilà, c'est une valeur. Je veux dire, on veut pas en faire. Non, comme on disait, c'est pas une mode. C'est un acquis. Il faut pas. Loïc Beurier, est-ce que vous jouez le jeu aussi dans la restauration ? Est-ce que voilà, ces notions de tourisme vert, ça vous parle, de développement durable ? Oui, au maximum. Après, déjà, avant de parler de le faire professionnellement, c'est déjà quelque chose qu'on le fait personnellement. Et voilà. Donc, après, quand on va dans un camping ou dans un hôtel, on le fera comme on le fait chez soi. Après, quand on est restaurateur, on doit trier énormément de déchets et le problème qu'on peut rencontrer, c'est de nous donner le moyen de le faire. Parce que on est sur des gros volumes de verre, de carton, de plastique et suivant là où on exerce, on n'a pas toujours la possibilité de le faire correctement comme on aimerait le faire. Donc je sais qu'à Vassivière, on se concerte là-dessus pour un meilleur tri, parce que déjà nous personnellement on le souhaite et que les touristes eux le souhaitent encore, je pense. Alors, plus que nous. Puisqu'on parle de Vassivière, on va y venir. Vassivière, effectivement, quand on parle de tourisme vert, on peut penser à Vassivière qui a des atouts absolument incroyables, en partie en Creuse, en partie en Haute-Vienne. On va regarder un reportage qui date d'il y a 1 an, mais qui est a priori toujours, qui pose bien en tout cas la problématique qui est toujours actuelle d'un lieu qui est plein d'atouts, mais qui reste sans doute méconnu. Reportage de Hugo Lemonnier et Noël Vaille.
Le lac de Vassivière, encore endormi avant le début de la saison, l'heure des derniers ajustements pour cette hôtelière avec un mois de mai plutôt prometteur. Il y a déjà plusieurs week-ends, plusieurs ponts qui sont complets. Et je pense que le reste, pour peu qu'on ait un tout petit peu de soleil, on n'aura pas de mal à le compléter. Ça n'a pas été facile toutes les années. Nous, on a pris un petit coup l'année dernière. On était en deçà, une dizaine de pourcents en deçà de l'année d'avant. Des années ternes auxquelles n'ont pas résisté certains établissements. De la pression. Mais dans cette pizzeria, pas de problème, un groupe de 2 Sévriers en week-end vient égayer le début de sa saison. Et pour ce restaurateur, il y a encore de la place pour d'autres concurrents. Il y aurait grandement besoin de 2 ou 3 restaurants autour du lac. Pour l'été, pour vous dire, on s'appelle entre restauration, entre l'atelier, l'auberge et nous, et on refuse 20 repas tous les soirs à tous les 3. Un emplacement idéal au cœur du parc naturel des 1000 vaches, des eaux profondes et un lac de 1000 hectares qui n'a pas dévoilé toutes ses richesses. Ce loueur de bateaux en est persuadé, on peut faire beaucoup mieux. Ce qu'il faut, c'est un peu plus de publicité sur ce lac. Vraiment qu'on fasse venir les touristes. Parce que là, on s'aperçoit que pas mal de personnes de Limoges ne connaissent pas le lac de Vassivière. Ces personnes sont à 50 km, c'est quand même fou. Pour conjurer ce sort, les pouvoirs publics parient sur les pêcheurs. Ambition affichée, faire entrer le lac dans le top 5 des sites de pêche au carnassier dans les 3 prochaines années. Alors je me tourne vers vous, Loïc Beurier. Vous êtes d'accord avec ce professionnel, ce loueur de bateau qui disait qu'il y avait effectivement un déficit, en tout cas de connaissances, de communication sur Vassivière ? Oui, alors déficit de communication, là c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Voilà. On ne connaît pas assez Vassivière, même quand on est à Limoges, par exemple. Moi, je pense qu'on connaît Vassivière. Par contre, on n'arrive pas à attirer, on n'arrive pas à attirer assez de touristes. Et pourquoi, selon vous ? On a pris du retard à Vassivière. Comme je l'ai dit, moi je suis de là-bas. J'ai vu ce qu'était le tourisme il y a 25 ans. Je vois ce qu'il est aujourd'hui. Et on a pris beaucoup de retard sur certaines choses. On en parlait tout à l'heure des hébergements. Voilà. D'avoir une variété d'hébergements qui puissent faire venir aussi bien des personnes qui recherchent un peu plus de luxe, d'autres qui recherchent plus l'insolite, comme les cabanes, etc., dans les arbres. Et aujourd'hui, on voit qu'on a pris un peu de retard, notamment sur les hébergements. Voilà. Thierry Debourg, je vous voyais acquiescer. Effectivement, on a pris du retard en matière touristique à Vassivière. Oui, on a pris du retard alors sur Vassivière, mais je pense que sur beaucoup d'autres sites, et c'est le même constat. C'est ce que vous disiez déjà tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez, le Vassivière, à mon avis, dans l'esprit des gens, je me retourne à 30-35 ans en arrière, c'était un lac, mais il n'y avait pas d'activité. Et depuis, je crois qu'il faut absolument communiquer c'est ce que vous disiez, sur les activités. À une époque, c'est vrai, on partait, excusez-moi le terme, on se posait, et puis chacun se débrouillait. Maintenant, c'est terminé. Alors, nous avons des sites exceptionnels, il faut bien sûr faire de la promotion. Vous savez, ça va faire 25 ans, j'avais lancé une idée autour de Vassivière, j'avais dit, vu ce site qui est remarquable, pourquoi ne pas faire une résidence? Alors bien sûr, je vais citer, non, ça ne se fait pas à la télévision, mais tant pis, je vais citer le nom de Pierre et Vacances. Pierre et Vacances recherchait énormément de sites en France. Je m'en souviens. Voilà, moi je pense. Donc j'ai lancé cette idée en disant, il faut aller voir les dirigeants de Pierre et Vacances, mais à l'époque, non, c'était pas dans l'air du temps, et sur notre région, non, il ne fallait pas faire venir, excusez-moi, je le dis, il ne fallait pas faire venir trop de touristes étrangers, entre guillemets. Et c'est là où nous avons pris du retard. C'est assez contradictoire parce que, quand il y a 25-30 ans à Vassivière, il y avait une population étrangère, notamément hollandaise. Qui était... ça faisait je ne peux pas parler en pourcentage, mais ça faisait une grande partie... c'est général. Elle a baissé surtout le Limousin. Sandrine Derville, vous qui êtes présidente du lac de Vassivière, il y a un train de retard, effectivement, sur ce site-là. Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui est assez paradoxal. Alors,
Tout d'abord, ce qui rejoint un petit peu ce que vous disiez en début d'émission, il me semble, monsieur, sur l'image et la promotion que font même les propres habitants de leur territoire. Moi, il y a une chose qui m'a marquée. En fait, je siège au syndicat mixte de Vassivière depuis 3 ans, là, depuis le début de mon mandat régional. Effectivement, j'en ai pris la présidence, malheureusement, suite au décès tragique de Gérard Van Den Broek. Mais ce qui m'a marqué depuis que je siège à Vassivière, c'est qu'en fait, j'ai jamais entendu autant de mal de Vassivière que par les habitants du territoire de Vassivière. Mais c'est peut-être qu'il y a une frustration aussi. Oui, mais c'est les pires, les pires ambassadeurs de leur propre territoire. Donc je pense qu'il y a déjà un gros travail à faire là-dessus, que les locaux soient les meilleurs ambassadeurs de leur territoire. Maintenant, les pouvoirs publics ne peuvent pas non plus tout, il faut aussi en être conscient. On est évidemment parfaitement conscient du retard et des travaux qu'il y a à envisager. Vous parliez de l'hébergement, des travaux de modernisation, hébergement ou diversification d'activités. Et dans les mois et les semaines qui viennent, on va travailler avec l'ensemble des collectivités qui sont notamment réunies autour du syndicat pour porter ces principaux investissements. Mais c'est vraiment une adéquation qu'il faut trouver entre le public et le privé. Travailler aussi la promotion, bien sûr, comme c'était évoqué. Mais je pense qu'il y a un tout. Il y a du boulot. Il y a du travail, mais il faut vraiment qu'on le travaille ensemble. Je pense qu'on ne peut pas éternellement se renvoyer la balle. Le privé tout attendre du public, le public tout attendre du privé. Loïc Bourrier, c'est le cas, vous attendez je suis entièrement d'accord avec Madame Derville. La discussion est nécessaire et aujourd'hui depuis quelques années il y a un problème de discussion où en fait on a besoin d'échanger ensemble et encore plus depuis que le lac de Vassivière dépend anciennement de la région Limousin et maintenant de la région Nouvelle-Aquitaine. On est loin. En fait, on est très loin. Les élus et les locaux, les habitants, les professionnels du tourisme, on est trop loin les uns des autres. Et sans discussion, sans moment de discussion, il y aura des malentendus comme ça où vous dites qu'on est les pires ambassadeurs de notre site. Il y a une frustration, exactement. Il y a une frustration parce que quand on va ailleurs, effectivement, on dit toujours que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin, et on voit ce qui va pas chez nous du coup. Donc on a envie de se mettre au même niveau que les autres là-dessus. Mais effectivement, on a peut-être tort de ne pas assez vanter là où on est au-dessus des autres. Complètement. Voilà, mais en tout cas, on va vraiment travailler dessus. On en a déjà discuté avec Monsieur Beurrier et on va y travailler, mais pas uniquement la région, parce que le syndicat mixte, c'est la région et l'ensemble des collectivités autour de Vassivière. Avec les professionnels, il faut qu'on remette, qu'on continue. L'idée, par exemple, c'est quoi? C'est de demander aux professionnels d'ouvrir un peu plus tôt, de fermer un peu plus tard, de travailler avec eux pour qu'ils puissent s'ouvrir un peu plus tôt, fermer un peu plus tard. Je pense qu'il s'il y a le public, ils sont en demande. Mais on est des commerçants. On ouvre, si on peut gagner de l'argent, on sera ouvert. Par contre, il faut prendre conscience aussi que si, pour moi, par exemple, restaurateur, si j'ouvre alors qu'il n'y a personne, par contre, au contraire, je perds de l'argent. Et là, ça m'intéresse quand même vachement moins. Voilà. Mais j'ai une question toute simple, parce qu'à Bordeaux, effectivement, on sait que Vassivière existe. Et là, on est vraiment dans la communication aussi. Oui, alors moi je prendrai un exemple. On évoquait en début d'émission le comité régional du tourisme et donc les campagnes de promotion effectuées à l'échelle de la région auprès du public international ou national. Le lac de Vassivière dans le PNR 1000 vaches notamment, fait partie du top 14 des destinations de Nouvelle-Aquitaine, donc fait partie des 14 destinations qu'on va promouvoir à l'international. Donc oui, Bordeaux. Alors il y a des campagnes de pub, d'ailleurs même les Espagnols connaissent aussi Vassivière, parce qu'il y a des campagnes de pub actuellement, et dans le métro à Paris, ça c'est pas forcément nouveau, mais par exemple en direction de touristes espagnols à Madrid. Oui, il y a des campagnes, donc les campagnes que j'évoquais, les campagnes de promotion conjointe, donc c'est là aussi où on retrouve la force du collectif. Tous ensemble, avec l'ensemble des collectivités et des destinations, on va aller soit dans le métro à Paris, soit en Espagne, soit sur certaines destinations à l'étranger, faire la promotion de la Nouvelle-Aquitaine,
des destinations de Nouvelle-Aquitaine, et Vassivière fait partie de ces 14 destinations. On parlait des Bordelais, Thierry Debourg, vous avez quelque chose à dire. Je crois que votre point, c'est aussi peut-être d'attirer les Bordelais ou les Aquitains. Voilà, je crois que si vous voulez, nous faisons partie de cette grande région qui est la Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur certains sites. Ce qui est important maintenant, c'est de capter le touriste, entre guillemets, qui atterrit par exemple à Bordeaux, ou qui vient en voiture, peu importe, et il faut lui faire connaître la région. Parce que vous savez, un touriste qui arrive, on va dire, de l'étranger en général, et même peut-être de certaines régions de France, quand il arrive en Nouvelle-Aquitaine, il ne connaît pas les limites de cette région. Donc je crois que c'est à nous de promouvoir aussi bien les côtes, aussi bien la très belle ville de Bordeaux, c'est sûr, mais d'organiser ce que je dis, moi, des packages, départ Bordeaux, et pourquoi pas, moi j'avais pensé à un moment donné faire des packages, c'était une arrivée sur Bordeaux, les touristes, on les amenait en Périgord, ensuite Limoges, la région, et on pouvait les faire descendre jusqu'à Toulouse et repartir de Toulouse. Mais le touriste qui arrive à un point A et qui va rester 10 jours sur ce point A, c'est fini, c'est fini. Il arrive à un point A, il faut le faire repartir d'un point B, et c'est à nous de lui faire connaître tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Vous parliez des hébergeurs tout à l'heure. Effectivement, il y a un site aujourd'hui incontournable, une plateforme, même c'est Airbnb. Il y a des choses novatrices qui bougent un petit peu, puisque le comité régional de tourisme et Airbnb ont signé un partenariat donc au niveau régional pour développer le tourisme vert, rural et authentique, qui permettra notamment de valoriser le potentiel touristique des destinations plutôt intérieures de la Nouvelle-Aquitaine, comme le Limousin, comme Vassivière. Reportage tout de suite qui a été diffusé en mars dernier, reportage d'Isabelle Rio et d'Éric Boutin. À leur retraite, Joël et Fabienne Chazot ont converti une annexe de leur propriété, un ancien atelier, en chambre d'hôte. Leur annonce sur la plateforme Airbnb est beaucoup remarquée. Beaucoup de gens vont sur Oradour et on les envoie aussi sur Limoges, les quartiers anciens bien sûr. C'est une belle aventure parce que moi j'aime le contact des gens, donc ça me permet de côtoyer pas mal de personnalités différentes. On a reçu des Belges, des Hollandais, avec une majorité de clientèle jeune, située entre 30 et 40 ans. Cette clientèle que souhaite justement développer le site de réservation de logements entre particuliers. Jusqu'à présent plutôt urbain, ce sont les territoires ruraux que vise désormais la société Airbnb. Le Limousin notamment l'intéresse, ce qui encourage le comité régional de tourisme à y promouvoir ses atouts. De plus en plus de gens cherchent à voyager, à fabriquer des souvenirs, à sentir un peu seul aussi quand ils voyagent. C'est vraiment le côté calme, tranquillité, mise au vert. Et donc je pense qu'il y a des villages, des villes qui sont hors des sentiers battus du tourisme classique en France qui peuvent en bénéficier, qui doivent en bénéficier. Bonjour, bienvenue chez moi, où j'espère vous sentirez comme chez vous. Donc voilà, entrez. Les hôtes se multiplient ces derniers mois. Rien qu'en Haute-Vienne, on compte 920 propriétaires et ils viennent de fonder un club de communauté. Ça peut donner un plus pour Airbnb et pour nous, les hôtes. Et voilà, puis ne serait-ce que se connaître, c'est déjà bien. C'est déjà très intéressant et pouvoir échanger nos expériences. Le contact, c'est important. Un développement de l'offre qui devrait profiter à l'ensemble des filières du tourisme en Limousin. Alors Airbnb, est-ce que c'est vraiment bien pour le développement du tourisme vert dans nos régions ? Sandrine Derville ? En tout cas, Airbnb, c'est une réalité. Donc, il faut mieux les connaître et c'est l'enjeu. C'est pas un oui franc et massif, je remarque. C'est une réalité et ça permet... il faut comparer, là encore, la situation n'est pas la même partout. Il y a des destinations où Airbnb, c'est la seule offre. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de camping, il n'y a pas d'offre professionnels. Donc effectivement, ils viennent renforcer ou compléter une offre qui n'est pas suffisante ou qui n'est pas existante. Après, la vraie nouveauté, c'est que c'est une clientèle qu'on connaît peu. Et c'est ce qui était évoqué dans votre reportage. C'est l'enjeu de la convention qui a été signée par le comité régional du tourisme et par Airbnb. Partager des données, mieux connaître la clientèle d'Airbnb, leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher ? D'où viennent-ils ? Combien de temps restent-ils les séjours effectués sur Airbnb ? Parce que c'est vrai que c'est autant les professionnels du tourisme qui sont là, répondent tous très régulièrement, je pense, à des enquêtes par leurs offices de tourisme, par leurs comités départementaux du tourisme, et donc on sait d'où viennent leurs clients. On le sait moins pour Airbnb, donc il faut qu'on apprenne mieux à les connaître pour aussi finalement
permettre aux professionnels d'adapter leur offre et de rentrer dans la concurrence avec eux, parce que je sais que c'est Bernard souvent une Mauriac, concurrence vous vouliez réagir sur Airbnb? Moi, je trouve que c'est effectivement quelque chose qui existe, donc il faut qu'on l'utilise, mais il faut aussi que ça bénéficie au territoire. Parce que le moindre dépliant, il est réalisé par les collectivités la plupart du temps. Et s'il n'y a pas une participation par le biais de la taxe de séjour, d'abord, il y a une contradiction parce qu'il y en a qui la payent, il y en a d'autres qui ne la payent pas. Donc il faut qu'il y ait une certaine homogénéité et il faut que tout le monde soit dans les mêmes conditions de départ. Et il faut que la concurrence, elle existe et d'une manière exacte. Pour tout le monde, identique. Et les professionnels aussi du tourisme, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que restaurateur, Loïc Beurier, du développement de Airbnb? C'est des potentiels touristes pour vous aussi, quand même? Personnellement, chez nous, on n'est pas très concernés pour le moment. Moi, professionnellement, je suis pour tout ce qui peut faire venir du monde. Après, il y a une question d'égalité. Il faut que la concurrence a toujours, pour moi, été bien, a toujours été nécessaire, parce que la concurrence tire vers le haut, mais à partir du moment où les règles sont les mêmes pour tout le monde. Pierre, Nicolas, c'est une concurrence pour vous? On n'est pas trop touché par Airbnb, nous, dans les campings. C'est pas du tout la même clientèle. Public, nous, c'est d'autres OTA qui sont partie prenante de chez nous. Mais Airbnb, ça ne nous concerne pas, en gros. Alors, je voudrais évoquer quelque chose qui peut paraître comme un frein au développement du tourisme vert, le prix. Est-ce que l'écotourisme coûte plus cher qu'une forme de tourisme plus traditionnelle, classique, j'ai envie de dire? Est-ce que, finalement, c'est pas quand même moins cher de partir une semaine à Djerba plutôt que de faire de l'écotourisme dans sa propre région même? Ah mais quand on parlait de valeur tout à l'heure, on peut... Moi je fais partie des gens, des consommateurs qui peuvent aller une semaine à l'extérieur, mais pas uniquement pour des raisons de coût, mais je comprends qu'on peut y aller pour des raisons de coût. Mais quel est le coût réel d'une semaine en Périgord, Limousin, aujourd'hui, avec une famille de 2 enfants? Mais vous arrivez à trouver de très belles locations. Alors, si vous voulez, avec des options, on va dire piscine ou autre, c'est un petit peu plus cher, mais vous allez trouver des locations d'une semaine à 400 €. 400 €, ça vaut Djerba à 300 €. Hein. Thierry Debourg, votre avis de professionnel du tourisme? Alors, si vous voulez, nous assistons de plus en plus au phénomène suivant. Et pour une famille entière. Oui, voilà. Malheureusement, alors en tant que, agent de voyage, c'est que nous avons de plus en plus de clients qui rentrent et qui n'achètent pas une destination, mais ils achètent un prix. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'ils arrivent à destination, qu'est-ce qu'ils font? C'est la chambre, la piscine... et surtout le bar, s'il y a un bar en plus dans la piscine. Et quand vous leur demandez au retour qu'avez-vous visité, malheureusement, ce type de clientèle, ils vous répondent on n'est pas sorti de l'hôtel. On n'est pas sorti de l'hôtel ou de son petit club. En même temps, parfois, quand on est en vacances, on n'a pas envie de se faire culpabiliser. Ah, mais ça c'est un choix. Ça se valorise. C'est un choix. Le tourisme vert, c'est un choix. Mais je pense qu'effectivement... les familles, notamment les familles qui choisissent le tourisme vert, c'est qu'en plus, elles veulent faire découvrir à leurs enfants une autre vie du quotidien. C'est une expérience. C'est la fameuse expérience qu'ils recherchent tous en venant sur le territoire. Parce que regardez, la visite d'entreprise, alors c'est un peu différent, mais la visite d'entreprise, il y a 15 ans, on n'en parlait absolument pas. Là, toutes les visites d'entreprise qui ont lieu pendant l'été à Limoges, c'est complet de complet. Est-ce que Thierry, vous êtes optimiste sur le développement du tourisme vert en Limousin notamment? Oui, du moment que tout le monde se met autour de la même table, je crois que et nous avons tous une volonté, nous faisons partie de cette nouvelle région. Et comme je disais tout à l'heure, avant le début de l'émission, il faut arrêter de se plaindre et de dire « Ah, le Limousin a disparu ». Il faut se mettre dans la tête que l'ex-Limousin, effectivement, a disparu, mais nous avons des atouts, et à nous de faire connaître dans la région de Bordeaux, par exemple, de leur dire « Voilà, venez chez nous, venez voir ce que nous avons ». Ce n'est pas du négatif. Tant que nous aurons un discours de la part de certaines personnes qui est vraiment négatif, comme vous le disiez tout à l'heure pour Vassivière, nous n'avancerons pas. Au contraire, et vous savez, je vais même plus loin, le terme limogé. Alors régulièrement, ça revient sur le tapis. Oh là là, c'est une catastrophe. Eh bien moi, j'ai envie de dire, chiche. Limogé, c'est péjoratif. Eh bien, venez 48 heures à Limoges et vous nous direz à votre départ si limogé, c'est vraiment... Comme a fait le Nord avec la pluie, ils en valorisent. Il y a des régions qui font de leur... Soyons fiers de notre région.
Loïc travaillons tous ensemble. Beurrier, quelle est votre vision de l'avenir du tourisme à Vassivière? Est-ce que vous êtes optimiste finalement? Oui, non, finalement, non, je suis optimiste, sinon je serais parti. Non, je suis optimiste. Je suis optimiste quand je vois des personnes comme Sandrine Derville arriver, avec qui on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer beaucoup, mais avec qui il nous faut des personnes plus jeunes, qui ont une autre vision aussi du tourisme. C'est important, j'ai rien contre les personnes plus âgées. Dit-il en regardant ses voisins. Il faut de la sagesse. Il faut du sang frais. De la sagesse et de la nouveauté. Ouais. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous en tout cas d'être venus participer à ce débat citoyen que vous pourrez évidemment revoir sur Internet. Merci aussi à toutes les équipes en régie et sur le plateau. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Discutandum. Bonne soirée.